Entrons dans le vif du sujet avec le programme de nos séances de cours. Il y a deux parties, une partie asservissement numérique et une partie espace d'état. Voici les deux séances de la partie numérique. Après avoir montré que représentait le passage de nos acquis de la régulation analogique vers une régulation analogique pilotée par ordinateur, donc par un outil numérique, nous verrons ce qu'est la conception proprement numérique d'un système, parce que ça n'est évidemment plus que cela que l'on fait. On présentera les intérêts de la régulation numérique, les modèles associés à ces éléments-là seront présentés la séance d'après. Et dans les intérêts de régulation numérique, nous verrons les performances de stabilité, les performances de précision et de rapidité. Dans la séance prochaine, que nous aurons lundi, nous verrons les modèles numériques des systèmes de premier et deuxième ordre, les synthèses des correcteurs numériques, et nous évoquerons l'outil de correction dite RST, qui est de l'outil Vatou, qui est l'outil qui permet de pratiquement tout résoudre, pour peu qu'on s'en donne le temps. Alors, qu'est-ce qu'est la régulation automatique analogique pilotée par ordinateur? Ni plus ni moins que un comportement analogique sera piloté par un outil informatique qui va prendre une grandeur analogique d'entrée, epsilon de t, et qui va produire un signal de commande, u de t. Produire la commande du système, c'est faire la loi de commande, c'est-à-dire élaborer la commande du système, l'évolution dans le temps du système, à partir des grandeurs qui lui sont appliquées. Une telle correction, ici où l'on a un effet proportionnel, un effet intégral et un effet dérivé, est ce qu'on appelle un correcteur PID. Dans le monde analogique, c'est un peu la carte joker pour pouvoir piloter n'importe quel grand système de façon analogique. Ici, notre objectif est de discrétiser la loi de commande afin de calculer la dérivation que représente numériquement cet élément de dérivation et l'intégration qui seront ensuite calculées par un calculateur numérique. La démarche de ce type de traitement est donc discrétiser, faire de la prise d'information et ce qu'on appelle de l'échantillonnage au rythme d'un pas d'échantillonnage delta. Dans tout le cours, delta, qui sera appelé TE dans le TD, sera la période d'échantillonnage. Ensuite, on fait un calcul numérique, c'est-à-dire qu'on calcule à chaque moment la valeur à donner à la loi de commande, et ensuite, on positionne le signal U de T à partir d'un convertisseur numérique analogique. Donc, on a bien une conversion analogique numérique pour prendre la valeur de epsilon, un calcul qui est celui-ci traduit de façon numérique, et la restitution du signal de sortie par un convertisseur numérique analogique. La loi de commande est donc d'autant mieux approchée que delta est petit, puisque l'on comprend bien que dans un calcul de surface d'intégrale, la distance qui sépare les échelons de l'intégrale sont des éléments qui vont créer des erreurs. De même, dans la dérivation, si le signal évolue rapidement, le fait de prendre des échantillons distants les uns des autres dans le temps va nous faire cacher certaines évolutions. Alors, ce n'est pas à proprement parler de la commande numérique, d'accord, mais un moyen technique, c'est-à-dire utiliser l'ordinateur, pour réaliser une commande qui part un équipement numérique. Mais si on fait U de t, alors à partir de epsilon de t, alors on est vraiment comme dans l'analogique. Mais cet élément va nous permettre de voir un peu les points de vue qui vont changer. La forme que je vous ai montrée tout à l'heure se traduit donc maintenant comme ceci. On a ici la grandeur consigne, ici la grandeur de sortie et le processus que l'on veut piloter. Processus qui, je rappelle, est purement analogique. On a un comparateur qui compare YC et Y et qui en calcule donc l'erreur. L'erreur est échantillonnée, appliquée à un calculateur numérique,
Ce calculateur numérique nous donne la valeur à donner à la commande, qui nous produit le signal U de t appliqué à l'entrée de la processus. Ici, dans les pointillés, se trouve le correcteur PID qui est calculé de façon numérique, mais c'est le PID analogique. Si la consigne maintenant YC était constante, comme par exemple c'est le cas avec si la grandeur était constante, on aurait ce qu'on appelle une régulation et non pas un asservissement. Maintenant, si YC est une grandeur qui était saisie de façon numérique, par exemple au clavier ou par un outil de communication qui fixe des consignes, par exemple votre téléphone portable qui envoie par des différents moyens un ordre à un thermostat de la maison, vous comprenez que les consignes étant numériques, elles arrivent directement dans le calculateur numérique. Et là, on échantillonnera la grandeur de mesure, Y. Les données sont échangées le long d'un bus de données, c'est ce qui est matérialisé par l'ensemble des flèches, rassurez-vous, ça ne va pas être toujours le cas. Et dans ce cas-là, on comprend bien que la qualité du traitement réside dans la résolution, c'est-à-dire dans le nombre de bits utilisés aux sorties du convertisseur analogique numérique ou à l'entrée du convertisseur, à la sortie du convertisseur analogique numérique ou à l'entrée du convertisseur numérique analogique. C'est ce qu'on appelle la résolution, la finesse de la numérisation. Ça dépend aussi de la vitesse du traitement. Et donc, comme ce traitement doit se faire plus vite que le rythme de delta, et bien donc, on doit bien entendu avoir delta le plus petit possible. Donc, la grandeur 1 sur delta, qui est finalement, on pourrait dire, la fréquence d'échantillonnage, doit être toujours beaucoup plus grande que la bande passante des signaux qui évoluent en Y, en YC, en U et donc en epsilon. Programmer la loi de commande, ça signifie donc chercher à traduire de façon numérique, c'est-à-dire des valeurs d'échantillon, la formule comme celle-ci. Pour nous faciliter la tâche, supposons que l'on ait le coefficient K qui vaut 0,7, TI qui vaut 2 secondes et TD qui vaut 0,3 secondes. On commence par poser T, le temps est échantillonné, c'est-à-dire le temps n'est plus utilisé que au rythme de delta. Le temps devient donc un nombre, le numéro d'échantillon qui s'applique à l'unité temporelle delta. On choisit ensuite une méthode d'approximation de la dérivée, une méthode d'approximation de l'intégrale. Alors l'intégrale qui est celle-ci, si je fais une interpolation polynomiale, c'est-à-dire un exemple simple avec ce qu'on appelle un bloqueur d'ordre 0, la grandeur de sortie reste constante entre deux échantillons, et bien je me retrouve avec une écriture d'intégrale qui est celle-ci. C'est-à-dire l'intégrale, c'est la somme de toutes les valeurs que les échantillons ont pris au rythme de chacune des valeurs de delta. L'approximation de l'intégrale peut se faire par la méthode aussi des rectangles supérieurs, des rectangles inférieurs, des trapèzes, etc. L'intérêt des méthodes des trapèzes, c'est que l'erreur est plus petite. À titre d'information, c'est comme ça qu'on fait pour les prises de mesure des compresseurs MP3. Le PID peut donc être alors transformé de la manière suivante. On se retrouve ici avec le terme intégral delta sur TI, somme de tous les échantillons de epsilon, et TD sur delta, écart TD sur delta, la dérivée étant prise comme l'écart qu'il y a entre deux valeurs successives divisé par la valeur delta qui sépare le temps des échantillons. Voilà. Si j'avais le PID comme ceci à programmer, eh bien, j'aurais ni plus ni moins que le comportement de ce système-là. Si je reprends cette formulation, je peux écrire la valeur de U de K-1 en fonction des précédentes, et donc en déduire la différence entre U de K et U de K-1. Et rappelez-vous que la différence entre U de K et U de K-1, c'est donc de combien je vais faire évoluer le système. Nous amène à l'équation récurrente de U de K. U de K, c'est-à-dire la nouvelle valeur à calculer, c'est la valeur antérieure ajoutée, incrémentée de K fois
la valeur des échantillons des erreurs présentes et précédentes. Alors vous voyez bien que c'est cette formule-là qu'on va programmer, puisqu'elle me donne la loi de commande, ce que je dois appliquer au convertisseur numérique analogique à partir des valeurs antérieures que j'ai échantillonnées et calculées. La souplesse de l'outil informatique est incomparable avec les solutions câblées, avec des potentiomètres, avec des amplificateurs opérationnels que l'on trouve dans les systèmes analogiques. Et les paramètres peuvent changer. À tout moment, je peux décider de changer la valeur de TD ou de TI. Et la correction peut donc évoluer de façon très simple, très empirique. L'outil informatique a donc bien évidemment remplacé les asservissements analogiques, dans les correcteurs analogiques dans les asservissements analogiques. La consigne YC, si elle a été préprogrammée, peut avoir été élaborée selon un programme prédéterminé. Par exemple, on veut faire évoluer la température dans un four de façon particulière et dont on a pu programmer grâce à l'outil informatique la rampe, les plateaux et les descentes de température pour faire réaliser par exemple un cristal, une céramique particulière. Donc, on se souviendra qu'il reste indispensable que le temps, delta, reste constant et le plus faible possible pour minimiser les erreurs. Essayons de voir comment se présenterait la programmation d'une telle loi de commande. Eh bien, on va commencer par tout un tas d'initialisation et puis une tâche de fond. La tâche d'initialisation consiste à configurer l'ordinateur, initialiser toutes les variables nécessaires, arrêter le moteur, entrer le clavier. Alors ça, c'est ce qu'on avait fait dans des TP précédents. On avait réalisé ça. À l'époque, on avait beaucoup plus d'heures de cours et de TP. La peau de chagrin qui est devenue ce cours a fait que tout ça, ça a disparu. Mais je comptais vous laisser quand même montrer que l'on va fixer la valeur de l'horloge, d'accord, une interruption temporelle. On va choisir les voies des convertisseurs analogiques numériques et numériques analogiques pour pouvoir lire les ports d'entrée et de sortie, lire des ports d'entrée et piloter le port de sortie. On va initialiser les variables du PID, les fameux coefficients, et puis on va mettre à zéro toutes les valeurs antérieures. On part à la condition initiale nulle. Et ensuite, on va répéter, donc on fait la fameuse boucle de calcul de commande, jusqu'à ce qu'on arrête l'asservissement. Ici, à cette époque-là, c'était avec la barre d'espacement sur le clavier. Que représente cet élément qui était calculé la commande? Alors, dans le diaporama, apparaît ici un éclair rouge. C'est important que vous compreniez ce que signifie cet élément-là. Le test, le contrôle que vous aurez au mois d'octobre portera sur 23 points qui sont dans le document, dans le diaporama. Évidemment, pas les 23 en entier, mais tout ce qu'il faut retenir pour réussir le test est repéré par un éclair. Donc, chaque fois que vous verrez cette icône dans le diaporama, cela voudra dire qu'il faudra retenir soit le contenu complet de la diapo, soit si l'éclair est devant une formule ou devant une définition, la formule ou la définition correspondante. Mais chacun de ces éléments est vu dans le test, je vous rappelle, dans le TD qui prépareront à la réussite du test. Donc, que représente le calcul à commande? C'est lire la vitesse, calculer l'écart entre la grandeur de la consigne et la vitesse qu'on vient de mesurer, calculer la loi de commande, voilà, on calcule cette fameuse loi. Si U est trop grand, c'est-à-dire dépasse le maximum de valeur que le convertisseur analogique numérique analogique nous permet, eh bien on met U max. Et puis on envoie la valeur de U qu'on vient de calculer au convertisseur numérique analogique. On écrit sur l'écran les opérations qu'on a menées. On prépare le coup suivant, c'est-à-dire que regardez bien, U1, la valeur antérieure devient la valeur courante. La valeur vieille de l'erreur devient la valeur moins vieille. Et la valeur vieille devient la valeur courante. Donc on fait tourner le barillet des valeurs des échantillons et des erreurs. Et puis on va attendre la fin de la durée delta, c'est-à-dire qu'on va attendre l'interruption logicielle suivante pour les calculs de la nouvelle valeur de la boucle. On comprend bien qu'il faut donc passer par la discrétisation des correcteurs maintenant, parce que là on a vu le cas du correcteur PID,
Mais il y a d'autres correcteurs. Alors comment on fait quand on a un correcteur qui n'est pas un correcteur PID, par exemple un correcteur à avance de phase? Eh bien la synthèse des correcteurs analogiques, qui est réalisée dans les domaines fréquentiels à l'aide de la fonction de transfert, va être utilisée pour revenir à trouver l'algorithme de la loi de commande à programmer. On va donc soit revenir dans les domaines temporels, puisque dans les domaines temporels, calculer la valeur des échantillons, c'est pas compliqué, d'accord, puisqu'on a U de K qui est une grandeur temporelle. Donc si j'ai par exemple un correcteur avance de phase qui s'écrit de la manière suivante, 1 plus A TP sur 1 plus TP, eh bien avec les grandeurs A et T qui valent les grandeurs qui sont présentées ici, eh bien au niveau temporel, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais commencer par remettre U de P et epsilon de P dans leur expression, donc je fais le produit en croix. La transformée de ça c'est la transformée de la place de ces éléments-là. U de P a pour original U de T. P U de P, c'est la dérivée de U de T. Je vous renvoie au premier tableau qu'on a vu des fonctions de la place avec les fonctions temporelles. Et puis donc on retrouve l'équation différentielle. Si je discrétise maintenant ces équations différentielles avec l'écriture de la dérivée de U comme étant U de K moins U de K moins 1 sur delta, la dérivée de epsilon, epsilon de K moins epsilon de K moins 1 sur delta, eh bien on en arrive à cette formulation que l'on va traduire pour calculer. C'est-à-dire on va avoir U de K égale ceci moins cela. Et donc vous comprenez que ce n'est pas compliqué pour autre chose qu'un PID de faire la discrétisation des correcteurs analogiques que l'on aurait voulu. Alors on en arrive donc à une loi de commande qui est celle-ci. Alors je voudrais vous montrer que la loi de commande, elle présente des aspects. La loi de commande U de K, quand j'aurai déplacé ce terme-là de l'autre côté de l'égalité, vous allez voir qu'elle s'exprime de fonction d'un terme qui est U de K-1. Vous voyez, on a U de K-1 ici, un terme epsilon de K et un terme epsilon de K-1. Si je développais et je mettais en facteur U de K et U de K-1 et epsilon de K et epsilon de K-1, eh bien je me retrouverais avec ce terme-là. Le coefficient A vaudrait 1 sur 1 plus delta sur T, B A plus delta sur T sur 1 plus delta sur T, et C vaut moins A sur 1 plus delta sur T. Comme on veut, T, je vous rappelle, c'est la constante de temps, c'est la constante de temps de notre système, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour que le système réagisse à peu près les 2/3 d'une impulsion. Donc ce qu'on cherche, nous, c'est d'avoir delta le plus petit possible. Donc delta sur T sera forcément beaucoup plus petit que 1. Dans ce cas, on voit que les termes A vaut pratiquement 1, B vaut pratiquement A, et C vaut pratiquement moins A. Ce qui veut dire que le correcteur à avance de phase, on pourrait presque l'écrire avec une loi de commande comme celle-ci, si je suis absolument sûr que delta sur T est beaucoup plus petit que 1. Alors, beaucoup plus petit que 1, ça veut dire quoi en automatique? Ça ne veut pas dire un millionième. Beaucoup plus petit que 1, ça veut dire un vingtième, 5%. 5%, c'est beaucoup plus petit que 100%. D'accord? On verra que dans certains cas, on va même utiliser des limites de 10%. Hein? Alors, il y a dans cette démarche-là, il y a un japonais, Takahashi, qui a eu une idée assez géniale pour utiliser un PID. Je vous en parle parce que c'est quand même trop intéressant et performant par rapport au PID traditionnel où l'on a les trois opérateurs K, TI et TD qui s'appliquent parallèlement en une somme de trois boîtes parallèles. Le problème que l'on a, c'est que quand epsilon varie beaucoup, si j'ai un coefficient K qui s'applique à epsilon, je risque d'avoir une grandeur tout de suite très grande qui fait saturer les tâches de pilotage de la commande. De même, si j'ai YC qui varie de façon brutale, epsilon risque de devenir beaucoup trop rapidement trop grand, et donc on va avoir un problème avec la saturation. Donc, pour le cas des variations brutales de epsilon ou de YC, pour éviter la saturation, Takahashi a eu l'idée d'appliquer non pas sur epsilon les coefficients proportionnels et dérivés, mais les appliquer sur la sortie. Pourquoi? Eh bien parce qu'un système
quel qu'il soit, un système réel, quoi, a rarement des fréquences et de comportements élevés. Donc, il a rarement la possibilité de saturer un correcteur dérivé. Et l'évolution de y peut être contrôlée dans le coefficient k pour avoir un élément qui ne sature pas la valeur de u. Voilà, donc Takahashi, il a fait ceci. Alors le correcteur PID qu'il avait, d'accord, le correcteur PID qu'il avait n'est pas tout à fait l'expression que nous en avions précédemment. Donc la fonction de transfert qui était la précédente, c'était celle-ci, d'accord. C'était le coefficient des PID s'exprimait de cette manière-là. Ici, le terme va être un petit peu différent, et l'on va trouver, par la discrétisation des différents termes de ce correcteur, une loi de commande de Takahashi qui s'écrit comme ceci. Alors, ça n'est pas trivial, hein, ça n'est pas d'une lecture ou d'un élément facile à mémoriser. Donc, tant que les coefficients KI et KD sont élaborés par rapport aux anciens PID analogiques traditionnels, avec K sur TI et K TD. Voilà, donc c'est pas tout à fait trivial. Par contre, ce qu'a fait Takahashi, c'est quand même encore mieux. C'est qu'il a carrément dit qu'en fonction de l'essai que l'on pouvait faire sur le système, eh bien, on n'avait qu'à utiliser les coefficients qu'il donnait dans son tableau et que c'était optimum. Et c'est vrai, il a repris la démarche que Ziegler et Nichols, dans le monde analogique pur, avaient élaborée, et il montre que quand on fait un essai indiciel, c'est-à-dire que quand on met une impulsion d'entrée et que l'on cherche à voir quelle est la valeur maximum qu'on atteint, alors l'évolution temporelle ici du signal au début fait apparaître une valeur de taux et une valeur de t, t étant la valeur qu'il faut pour que la parallèle, la tangente au point d'inflexion atteigne l'asymptote de la valeur de sortie finale. Et bien donc cette valeur de taux et t permettait de calculer facilement les coefficients k, ki, kd du PID. Voilà. Et puis on met ces valeurs-là et ça marche, je dirais du feu de Dieu, mais bon, ça marche très bien, c'est optimisé. Ah, j'oubliais de dire que dans le cas où le système été instable, c'est-à-dire qu'il dérivait infiniment, si vous aviez un système qui partait en biberine, c'est-à-dire qui était instable, qui partait en dérive à des valeurs infinies, on ne pouvait pas utiliser cette méthode-là, donc on utilisait cette méthode-là, qui est la méthode du pompage, c'est-à-dire qu'on augmente le gain jusqu'à avoir mise en oscillation du processus. Alors évidemment, il faut faire très attention pour que le système ne passe pas en butée et ne passe pas dans des coups de bélier, hein, ne donne pas des variations oscillantes, brutales et destructrices. Mais dès que l'on trouve le gain K qui produit une ondulation dont on mesure la période théosque, eh bien on a dans ce cas-là la possibilité d'utiliser K et théosque de cette manière-là pour faire un correcteur PID, un correcteur PI, c'est-à-dire un correcteur à retard de phase et un correcteur proportionnel. Mais tout ceci, eh ben on le fait plus. On le fait plus parce que c'est impossible. L'ordinateur précédent ne faisait que calculer la commande en fonction de l'analyse continue du comportement. Il ne faisait que ça parce qu'il fallait que delta soit très petit. Et l'on avait en permanence un calculateur dont toutes les ressources de calcul étaient utilisées pour calculer une grandeur de sortie. Puisque l'on voulait que delta soit le plus petit possible, alors cela introduit, quand on a des deltas qui sont petits, l'erreur correspondant à delta est proportionnelle à delta puissance n. Ce qui veut dire que plus le nombre d'intégrales et de dérivées augmentait, plus l'erreur allait augmenter. Et la valeur changeant peu, les valeurs de epsilon et de u de t changeant peu dans le temps, les variations de epsilon et les variations u de t pouvaient être beaucoup trop faibles par rapport aux valeurs impactées par les erreurs de quantification. Donc les erreurs de quantification faisaient que l'on ne pouvait pas voir de variation de sortie parce que la variation était trop faible. On ne pouvait pas voir non plus des variations d'erreurs d'entrée
tant que cette variation d'erreur n'atteint pas au moins le quantum du convertisseur. Résultat, on faisait des calculs comme des fous pour calculer des choses qui n'étaient que des erreurs. On va donc faire maintenant une véritable commande numérique, et qu'est-ce que ça change? Eh bien maintenant, nous n'allons pas chercher à prendre delta le plus petit possible, mais on va au contraire chercher à le prendre le plus grand possible sans perdre de qualité. Prenons l'exemple d'un conducteur de Formule 1. Un conducteur de Formule 1, vu la vitesse à laquelle réagit son véhicule, il n'arrête pas de tourner le volant. Par contre, un pilote de péniche, une péniche faisant 20 mètres de long, qui va lentement, eh bien on n'a pas besoin de secouer en permanence la barre pour diriger le gouvernail. On bouge la barre toutes les 3-4 secondes. Ça suffit pour déplacer la péniche de façon la plus rapide possible. Donc delta prendra compte de l'inertie du système et non plus de la vitesse de calcul. Du coup, le choix de delta reste toujours très important, mais on va pouvoir réaliser une régulation fixe, fine, en passant beaucoup moins de temps à calculer la boucle de calcul, calculer la grandeur de la commande à partir des grandeurs d'entrée. Alors voilà, donc on va faire comme un équilibriste, d'accord, qui ne bouge sa barre d'équilibre que toutes les quelques secondes, ou la grue qui ne bouge sa flèche, ou l'ascenseur qui porte la charge, qu'il ne change la vitesse de l'un ou de l'autre que tous les 2-3 secondes. Voilà finalement la démarche que nous avons suivie depuis le début de cette séance. Au départ étaient uniquement les grandeurs analogiques. Si j'ai une grandeur analogique et que je travaille dans le cas 0, c'est-à-dire en commande analogique avec des signaux continus, eh bien ma commande me produit un signal de loi de commande U de t qui est celle-ci, qui, appliquée au processus continu, me donne la grandeur de sortie Y, que je avais ici. Maintenant, si je regarde, si je passe, comme nous l'avons fait avec un calculateur pour faire le comportement analogique du correcteur, eh bien, avec l'échantillonnage des epsilon, au rythme de k delta, dans le système 1, je vais faire un signal de loi de commande, évidemment exactement, ou le plus proche possible du comportement analogique qui était celui du correcteur analogique, et ce processus va évidemment, le processus continu, lui, quand on lui applique ça, eh bien, il va produire ceci. Bon. Mais la démarche que nous allons suivre maintenant est différente. Maintenant, on va échantillonner avec un rythme delta sans commune mesure, mais vous voyez qu'on a quand même 6 échantillons en gros pour quelque chose qui pourrait avoir l'air d'être une période. On a quand même un rythme beaucoup plus lent de l'échantillonnage, et la démarche qui va être la nôtre maintenant, c'est de calculer la loi de commande qui va évidemment se produire au rythme de delta de celui-ci, de delta. Cette loi de commande va produire dans le processus exactement le comportement que l'on attendait. Plusieurs intérêts de cette démarche-là. Le temps de calcul que l'on utilisait pour faire ceci va être disponible pour d'autres tâches dans le système programmé. Donc du coup, soit des calculateurs plus légers, des systèmes 8 bits, voyez, vont pouvoir être utilisés pour des automatismes numériques. C'est comme ça que les puces sont arrivées dans les machines à laver ou dans les fours à micro-ondes, etc. Parce qu'on a pu faire des régulations avec des systèmes 8 bits, ou bien le système de commande ne se fait plus par discrétisation, et on va utiliser des outils différents. On va plus chercher à discrétiser le lien qu'il y a entre ça et ça, qui était ce qu'on avait fait tout à l'heure. On va chercher de nouvelles méthodes d'élaborer U de t à partir des grandeurs de epsilon de k. Voyez? Voilà. Donc on va utiliser évidemment des outils et des méthodes qui sont propres aux asservissements numériques, et maintenant, ça n'est plus que ça qui sera les sujets de notre travail. Qu'est-ce que ça change à notre point de vue? Eh bien, notre point de vue, il change radicalement. Parce qu'avant, nous avions autour du calculateur
un convertisseur analogique numérique en entrée et un convertisseur numérique analogique en sortie. Maintenant, le système est numérique, c'est-à-dire que tout ce qu'on manipule ne sont que des suites de nombres. YC est une suite de nombres, epsilon est une suite de nombres, U de K, c'est la loi de commande qui est une suite de nombres, Y de K, la sortie numérisée, qui est une suite de nombres. Et le système analogique, finalement, il se retrouve compris à l'intérieur de cette frontière-là. D'accord? Et le système analogique, on n'en aura plus accès, même si évidemment le processus, lui, comme il est analogique, il produit des signaux de sortie analogiques. Mais on n'en tiendra pas compte. On va se servir, nous, de ce que l'on a en sortie de son convertisseur analogique numérique, de mesure. Le processus continu, donc, disparaît de nos perceptions dans ce changement de point de vue. La chaîne devient purement numérique et on régule maintenant un processus numérique, c'est-à-dire que ce qu'il y a entre U de K et Y de K, c'est ce qu'on appellera le processus numérique. Les grandeurs dont je parlais, les fameuses suites de nombres, seront reliées entre elles par des équations récurrentes. Epsilon de K sera le résultat de l'équation récurrente YC de K moins Y de K. Vous voyez ? Il nous faut donc un autre outil que les transformés fréquentiels de Laplace pour pouvoir travailler dans cette nouvelle forme de représentation et d'analyse de schéma bloc. La transposition fréquentielle qui se fera par l'emploi de la transformée en Z. La transformée en Z, dont vous avez peut-être entendu parler quand vous étiez en classe prépa, va se substituer à la transformée de Laplace que l'on a utilisée jusque-là en analogique. Et maintenant, la programmation de l'asservissement ou de la régulation. Je vous rappelle que l'asservissement, c'est quand la consigne change, et la régulation, c'est quand il n'y a pas de changement de valeur de consigne. Passe par l'écriture donc de l'algorithme de C de Z, le correcteur numérique C de Z. C'est cette finalité qui est l'écriture de la fonction de transfert en Z de la boucle que nous allons maintenant réaliser. On va donc maintenant s'intéresser à comment traduire en Z tout ce petit beau monde. Si G de Z est le processus, si le processus analogique s'écrit A de P, dans la totalité de ce qui suit, dans le cours et comme dans le TP, G de Z sera la partie qui est dans la frontière, c'est-à-dire le processus numérisé, entouré par les deux convertisseurs numérique analogique et analogique numérique. La figure montre donc une cascade, où l'on voit le correcteur C de Z et le système numérique G de Z. En boucle fermée, qui sera très souvent, parce que nous, comme on manipule des nombres, on n'a pas besoin de faire des chaînes de retour avec des calculs à l'intérieur, ça sera très souvent des retours unitaires. Eh bien, la chaîne qui est ici s'écrit Y de Z sur YC de Z vaut 7Z G de Z sur 1 plus 7Z G de Z. Je vous renvoie ni plus ni moins aux annexes ou aux premières diapos. Cette expression, évidemment, à retenir. Reste une question. Comment, quand je connais A de P, je pourrais déterminer la valeur de G de Z? Parce que A de P, c'est quand même en général facile à connaître. C'est plus facile à connaître que G de Z. Pourquoi? Parce que piloter un système analogique, c'est pas compliqué. On trouve une source de tension, on trouve un générateur, un transfo, n'importe quoi. On applique un signal et on mesure le comportement de la sortie. Alors, connaissant A de P, est-ce que je peux trouver G de Z? Ben oui. En fait, un système continu décrit entre deux bloqueurs d'ordre 0. Alors, bloqueur d'ordre 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grandeur ici reste invariante pendant la durée de delta. C'est-à-dire que tant que U de K est positionné à une valeur constante, un nombre constant, la grandeur analogique de sortie est constante. De même, si j'ai pendant la durée de delta, la grandeur Y que j'applique ici qui peut changer, qui va forcément changer, va donner pendant toute la durée de delta un Y de K constant. C'est ça qu'on appelle des bloqueurs d'ordre 0. La sortie et l'entrée sont rendus indépendants. Il y a gel des variations numériques pendant la durée delta. À la commande, le convertisseur analogique numérique maintient les deux pareil. Donc dans ce cas, eh bien, la transformée en Z de A de P entre deux bloqueurs d'ordre 0 s'écrit de la manière suivante. 1 moins Z puissance moins 1
transformé en z de a de p sur p. C'est aussi une formule à retenir. Faisons un exemple. Prenons le cas d'un moteur à courant continu qui est commandé en vitesse, dont la transformée a de p s'écrit k sur 1 plus tp. Alors, la transformée en z de a de p sur p, c'est la transformée en z de k sur p facteur de 1 plus tp. Et là, il faut voir le tableau en annexe, et on va trouver que la transformée en z de ce terme-là, c'est celui-ci. En posant z0, alors de cette écriture-là, je vois que j'ai deux fois des exponentielles. Bon, je vais utiliser le terme de pôle numérique pour ces deux expressions-là. C'est des exponentielles qui dépendent de delta, vous voyez, et de la constante de temps, t. Donc j'appelle z0 le pôle exponentiel de moins delta sur t, et dans ce cas-là, g de z s'écrit k, facteur de 1 moins z0 sur z moins z0. On retrouve là encore un premier ordre, et le gain statique k, qui était ici, reste le même dans le monde analogique et dans le monde numérique. Évidemment, on fera 5 volts avec un convertisseur analogique numérique, analogique, quand il faudra faire 5 volts avec la sortie A2P. Hein. Voilà. Donc évidemment, les gains sont invariants. Autre méthode, si j'ai retrouvé par mesure d'échantillon la suite récurrente de y de k et en fonction des valeurs antérieures de y de k et de u de k, c'est-à-dire y de k-1 et u de k-1, et bien à ce moment-là, donc j'ai fait par exemple des mesures, j'ai mis des échelons, j'ai mis un signal à l'entrée, puis je me rends compte que y de k évolue de cette manière-là. Alors je passe de la loi de récurrence et non pas de la fonction transfert en p, de la loi de récurrence à la fonction de transfert en z de la manière suivante, assez simple. Je traduis ceci dans le monde de z, c'est-à-dire que alors là c'est très simple, hein, regardez, le coefficient de z qui multiplie le terme, c'est z puissance le rang du k. Donc ici j'ai 0, donc c'est z puissance 0, ça fait 1 fois y de z. 0,6 fois y de k-1, donc j'ai z puissance moins 1, z puissance moins 1 y de z, plus 0,35 u de z, mais z puissance moins 1. Le rang de k devient la puissance de z qui multiplie le terme. À partir de cette fonction-là, j'ai pas de mal à mettre y de z sur u de z sous la forme 0,35 sur z moins 0,6. Or ça, je sais que c'est un système du premier ordre. Donc un système qui peut s'écrire sous cette forme-là. Ben, faisons-le. Je vais trouver z moins 0,6, ce qui veut dire que mon pôle vaut 0,6. Si mon pôle vaut 0,6, c'est-à-dire que moins delta sur t, exponentielle de moins delta sur t vaut 0,6, bon, ça veut dire que ça veut dire que j'ai t qui vaut 2 delta. La constante de temps vaut 2 fois la période d'échantillonnage. Parce que le terme 0,35, ça vaut 1 moins 0,6 fois quelque chose, fois 0,875. Ce qui me donne le gain statique 0,875 pour la valeur de k. Alors là, il y a quelque chose d'important. Parce que le terme que vous voyez là, qui fait apparaître l'expression du pôle, la fonction de transfert, et vous voyez ici aussi, la fonction de transfert a des valeurs, a une expression qui dépend de la valeur de delta. Donc la fonction de transfert dépend de delta. Il est donc impératif de commander le système au même rythme de celui qui a servi à son identification. Si j'ai identifié cette fonction, cette loi récurrente n'est valable que pour la valeur de delta que j'ai utilisée. Si je devais utiliser un autre delta, cette formulation est totalement fausse. Tous les termes de la fonction de transfert seraient changés. Ne pas perdre de vue que tout dépend de delta. Alors il y a une méthode pour la régulation numérique et c'est la méthode que nous allons suivre pour tout ce qui va suivre.
Cette méthode, elle est basée sur 4 étapes majeures. Certaines d'entre elles contiennent des séquences qui sont plus développées que ça, hein. Mais bon, il y a 4 grandes phases dans la séquence de réalisation d'une régulation numérique. La première chose, c'est choisir le pas d'échantillonnage, parce qu'on a vu que tout dépend de la valeur de delta. Toutes les expressions qu'on en trouvera dépendent de la valeur de delta. Il est donc impératif de commencer par ça. Ensuite, on va se choisir un modèle raisonnable à atteindre en boucle fermée. Alors, c'est-à-dire, on va dire, on voudrait que le système ait telle vitesse, on voudrait que le système n'ait pas d'erreur, on voudrait que le système soit très stable, on voudrait que le système ne dépasse pas la valeur terminale. Vous voyez, des choses comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle choisir le modèle. À partir de ce modèle-là, puisqu'on sait ce que l'on a, le G de Z, et ce que l'on veut, le H de Z, eh bien on va calculer le correcteur à partir d'une structure a priori. C'est-à-dire qu'on va se donner un modèle de structure pour le correcteur numérique et on va calculer la valeur qu'il faut donner à ce correcteur. Enfin, dernière étape évidemment, traduire le correcteur en exprimé dans le domaine fréquentiel, dans son domaine temporel, et à partir de la loi récurrente des U de K, le traduire en programme. Ok ? Voilà, donc ce sont ces 4 grandes étapes que nous allons suivre maintenant. Et les correcteurs PID que nous avions vus dans le monde analogique n'ont plus vraiment d'intérêt dans le monde numérique. Par contre, ils sont intéressants parce qu'ils permettent de garder en mémoire qu'il y a des choses à faire en fonction de la précision, le P, en fonction de la stabilité, le I, et en fonction de la vitesse, le D. Bon, grâce à la mémoire, hein, des correcteurs qu'on ne pouvait pas faire en analogique sont très faciles à faire dans le monde numérique. Par exemple, la prise en compte des retards purs. Première grande étape, donc, le choix du pas d'échantillonnage.